La première. 18h15, 19h, le samedi. Le fantôme de la radio. Eric Loz. Bonsoir, c'est bien le fantôme de la radio qui vous parle. Me voici une fois de plus avec cette envie de partager quelques sons qui ont jadis occupé les ondes. Vous le savez, je me faufile au cœur des postes de radio, un peu partout en Belgique, et même chez vous, où j'écoute tous les jours avec attention ce que vous écoutez. Je me glisse aussi dans vos téléphones portables, vos baladeurs, histoire de mieux savoir qui vous êtes et quel genre de programme vous préférez. Il m'arrive également de faire une visite à l'intérieur d'une télévision et de regarder attentivement ce qui s'y passe. Ces images et cette lumière, ça m'épate toujours. Toutes ces aventures m'ont permis d'accumuler dans mon immense mémoire des milliers d'heures de souvenirs. Tous les programmes que j'ai vus et entendus y sont classés et archivés. Chaque semaine, je vous en propose quelques extraits choisis autour d'un thème ou d'une personnalité au cours de cette émission que j'ai le grand privilège de vous présenter. Alors, si vous avez encore un doute quant à mon existence, restez bien à l'écoute. Vous constaterez très vite que seule une ombre comme moi, qui a traversé les âges, peut vous raconter des histoires comme celle que je m'apprête à vous livrer ce soir. Il est l'emblème de Bruxelles par excellence, et cela fait 62 ans que cela dure. Depuis 1958, l'atomium domine le plateau du Heysel et renvoie sur la capitale ses reflets argentés. Conçu comme l'élément central de la dernière exposition universelle de Bruxelles, cet édifice spectaculaire représente, selon le terme scientifique exact, la maille cubique centrée d'un cristal de fer, agrandi 165 milliards de fois, quand l'infiniment petit devient magistralement grand. Imaginé par André Waterkijn, ingénieur à Fabri-Métal, l'atomium contribue incontestablement à la réussite de l'Expo 58. Il acquiert très vite un statut de monument énigmatique et féerique que tout le monde veut visiter. Très populaire, symbolisant un savoir-faire bien de chez nous, l'atomium échappe à la destruction qui lui était pourtant promise à la fin de l'expo. Malgré les outrages du temps, et grâce à des réparations épisodiques, l'atomium demeure bien planté sur son socle pendant 40 ans face au Palais des Expositions. Mais à l'aube de l'an 2000, la question de sa survie se pose sérieusement. Sans une importante et coûteuse opération de rénovation, l'atomium, déjà mal en point, court de graves dangers. Il faut donc trouver des sous, beaucoup de sous, ce qui n'est jamais une mince affaire en Belgique. Création et renaissance de l'atomium, c'est l'histoire que je vous raconte cette semaine. Bilan d'un monde pour un monde plus humain. Telle est la devise de l'exposition universelle qui se tient à Bruxelles du 17 avril au 19 octobre 1958. Premier événement de grande ampleur dans la capitale belge depuis la fin de la guerre, l'expo propose aux visiteurs la vision d'une humanité pacifiée, où les progrès de la science et des techniques sont au service de tous. Comme incarnation de cette utopie, implanté au centre de l'exposition et rayonnant de 1000 feux, l'atomium. En voici la toute première description sur les antennes de l'INR, alors qu'il n'était encore qu'un projet sous la forme de maquette. Nous sommes en 1956. Dans le cadre prestigieux de l'exposition universelle de 1958, le regard est attiré par une construction audacieuse et d'une forme absolument inattendue. Cette construction dominera le panorama de l'exposition. Son auteur l'a baptisé Atomium, parce qu'avec ses 9 sphères, cet édifice représente les 9 atomes d'un cristal élémentaire de métal, mais agrandi 160 milliards de fois. Il est le symbole de notre temps, marqué par l'étude de la composition de la matière, dont l'influence sera décisive sur la vie économique du monde.
L'atomium veut fixer l'attention sur l'application pacifique de l'énergie atomique et aussi éveiller des vocations à la recherche scientifique. L'atomium repose sur un pavillon circulaire qui servira de hall de réception. De la sphère supérieure, on pourra jouir d'un panorama remarquable et tout en haut s'ouvrira un restaurant. De larges baies sont prévues là aussi, d'où l'on pourra jeter un coup d'œil par exemple sur ce qui se passe au pied de l'atomium. La nuit, l'atomium continuera d'être le pôle d'intérêt de l'exposition. D'innombrables lampes traceront autour de chaque sphère une série de cercles représentant les trajectoires électroniques autour du noyau de l'atome. Spectacle féerique que l'on pourra admirer à des kilomètres à la ronde à Bruxelles en 1958. Le créateur de l'atomium s'appelle André Waterkane, ingénieur à Fabri-Métal, la fédération des entreprises actives dans la transformation des métaux, aujourd'hui rebaptisée Agoria. Pour l'exposition 58, le commissaire général de l'exposition, le baron Munch de Fernick, nous avait approché à Fabri-Métal, où j'étais ingénieur, directeur, pour nous demander de l'aider à réaliser un monument central. André Waterkane, créateur de l'atomium. Et il me dit, dans mon entourage, on parle de me faire peut-être la tour Eiffel, une petite tour Eiffel de 150 mètres, renversée, mise sur sa pointe et tenue en l'air par des câbles. Moi, à première vue, j'ai trouvé ça un peu simpliste, dommage que autant d'années après la tour Eiffel, la seule chose que les Belges pensent pour l'exposition, c'est de la faire à l'envers et en petit. C'est alors que j'ai pensé à réaliser, dans une structure de grande dimension, une structure moléculaire d'acier, en l'occurrence le cube centré. Le métal cristallise dans différentes formes et le cube centré est la forme dans laquelle le fer cristallise. C'était un symbole fort indiqué pour les industries du métal qui devaient réaliser la construction. Et ce projet a été accepté d'emblée avec un assez grand enthousiasme et j'ai été chargé de tout mettre en œuvre pour le mener à bonne fin. Est-il vrai que vous avez commencé par prendre des balles de ping-pong et des aiguilles à tricoter? Pas exactement des balles de ping-pong, c'était des balles de caoutchouc, c'était plus facile pour les assembler l'une à l'autre. En fait, oui, c'était la toute première maquette qui a été présentée au commissaire général de l'exposition. Elle était très rudimentaire. Ça l'amusait beaucoup et il a demandé de suite d'en faire une seconde pour lui-même parce qu'il devait la présenter le lendemain au Conseil des ministres. Et c'est au fond sur cet objet extrêmement rudimentaire et très peu esthétique, je dois dire, que la décision a été prise. Et à partir de ce moment-là, c'était en fin 1954, je me suis mis, bien sûr, à travailler pendant plusieurs mois avec quelques collaborateurs que j'avais choisis. Et nous avons commencé les fondations début 56. Et puis alors là, les travaux ont continué. Est-ce que vous avez dû, à ce moment, mettre les bouchées doubles parce qu'il y avait des retards? Les bouchées ont été doubles dès le début. Il fallait arriver à temps, on voulait être à temps, et nous avons été à temps. Et ma grande satisfaction, c'est qu'il n'y a eu aucun accident. Alors que la structure, par définition, n'est pas simple, ce n'est pas habile. Ce n'est pas simple, on travaillait toujours en hauteur, les ouvriers étaient toujours, monteurs étaient toujours attachés, bien sûr. Enfin, il aurait pu y avoir un accident, il n'y en a pas eu. De même, il n'y a pas eu d'accident pendant toute l'exploitation, pendant les millions de visiteurs qui, depuis 1958, ont parcouru l'atomium. Et alors, l'atomium, en fait, est vraiment une entreprise belge, parce que vous n'avez utilisé que des matériaux qui viennent de Belgique, belge. avec des autres entreprises belges. Tout, sauf, je vous dirais, l'ascenseur, qui est un ascenseur étranger, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de marque tout à fait prédominante d'ascenseurs belges. Voilà, sinon tout est belge. Le chantier débute à la fin de l'année 1956. Un duo de cinéastes amateurs, Ernest Salut et Roger Ebelink, obtient l'autorisation de filmer en exclusivité la construction de l'atomium. Le film, tourné en couleur, ce qui est rare à l'époque, montre toutes les étapes du montage de l'édifice aux 9 sphères. Un témoignage précieux souligné par un commentaire parfaitement adapté à une écoute radiophonique. L'habillage des sphères se poursuit. Celles-ci en sont encore au stade de l'essayage et de la faufilure. Un panneau boulonné par-ci pour le rembourrage, un joint de plastique par-là pour l'étanchéité, puis la pose délicate des innombrables facettes triangulaires. Bientôt, ils auront la ligne et l'éclat de leur sœur aînée, la sphère de base, terminée depuis 4 mois, et qui ne se lasse pas de refléter les passants et le paysage,
comme la boule de verre des jardins d'autrefois. Mais une boule, souvenez-vous-en, de 18 mètres de diamètre et percée de hublots de plexiglas comme un énorme bathyscaphe. Dépêchons, dépêchons, les sphères en porte-à-faux en sont encore à attendre les 12 côtes de leur cage thoracique, les 12 arcs de leur ossature. Les monteurs vont battre tous les records de vitesse, ils parviendront à mettre en place jusqu'à 6 arcs par jour. Voyez-les, ces monteurs acrobates, évoluant à 80 mètres du sol. Un faux mouvement, un geste mal calculé et ce serait la mort. Ils y pensent, n'en doutez pas. Mais pourquoi s'affoler quand on a ces pieds élastiques, ces souples jarrets, ces reins flexibles, ces deux bras qui sont à la fois balanciers, crochets, grappins et au bout, la double pince de 10 doigts aux réflexes infaillibles. Et puis encore, la volonté, l'audace, la maîtrise de soi qui finit par vous donner cette tranquille assurance devant le vide meurtrier. La plus belle victoire de l'homme, n'est-ce pas encore celle qu'il remporte sur lui-même? Aucun des monteurs n'a jusqu'ici succombé au piège quotidien du vide, et aucun d'entre eux n'y succombera. Cette extraordinaire construction aura pu être menée à bien sans qu'on ait eu à déplorer le moindre accident de personne. D'ailleurs, voici qu'on place cérémonieusement le dernier tube de l'ouvrage. À 100 et quelques mètres d'altitude, les monteurs terminent consciencieusement leur tâche. Et maintenant que se lève le jour J, l'atomium est prêt. Étonnant encore et déjà familier, il règne sur la babelle étourdissante qui à ses pieds s'éveille et se hâte de vivre, se sachant condamné. Lui, à la sérénité des choses qui demeurent. Ces 9 globes resplendissent dans le soleil, comme ils resplendiront la nuit, sous l'enlacement lumineux d'électrons symboliques. Afin de bien mesurer à quel point l'atomium est une construction atypique et hors du commun, voici quelques chiffres éloquents. Construit dans un acier spécial à haute limite élastique, l'atomium culmine à 102 mètres et pèse 2500 tonnes. Il repose sur 3 bipodes de 100 tonnes chacun. Les 9 sphères de 18 mètres de diamètre sont reliées entre elles par des tubes de 3 mètres de diamètre et 29 mètres de longueur. Lors de sa mise en service en 1958, l'ascenseur de l'axe central qui mène à la sphère supérieure est le plus rapide du monde. Sa vitesse est de 5 mètres par seconde, soit 18 km/h, ce qui permet d'atteindre le sommet en 23 secondes. Lors de l'expo, l'atomium accueille entre 12 et 13 000 visiteurs par jour. Parfois critiqué, mais le plus souvent plébiscité, l'édifice fait sensation. Et lorsque sonne l'heure des bilans et des conclusions, le 19 octobre 1958, il est déjà acquis que l'atomium ne sera pas détruit, contrairement aux autres bâtiments et pavillons. Alors quittons les escaliers du hall d'accueil, passons au-dessus des fontaines de la place de Belgique, nous passons au-dessus de l'escalier d'eau qui conduit vers l'atomium, et là, au sommet de l'atomium, se trouvent 2 autres reporters. Attention, l'atomium, à vous, Émile Ansval. À vous, Georges Connen. Bien, effectivement, nous vous parlons du haut de l'atomium qui est le point culminant de l'exposition, comme chacun sait. D'ici, nous voyons bien entendu les choses de très haut et le panorama est vraiment saisissant. Tellement saisissant et tellement féerique qu'il a attiré beaucoup de monde et beaucoup de bruit. On se bouscule autour de nous pour essayer d'identifier les points, les traits, les courbes et les innombrables étoiles qui scintillent dans le ciel de Bruxelles. Pour le dernier jour, l'exposition semble plus lumineuse encore. D'un côté, l'avenue de Belgique avec les escaliers d'eau, les fontaines multicolores de la place de Belgique et la grande façade postiche du hall d'accueil avec ses dizaines d'étoiles bleues au néon et la grande colombe de cuivre rouge. Cela, c'est ce qui nous saute aux yeux de prime abord, mais disons-le, vers cet atomium où nous sommes, point de rencontre et confluent, cet atomium, symbole par excellence de l'exposition, aimant collectif, le plus photographié, le plus admiré et le plus critiqué peut-être aussi. De cet atomium, nous avons à travers le scintillement des sphères inférieures une foule extraordinaire qui suit les allées illuminées. Je crois qu'il est temps de terminer. Que va-t-il devenir? Eh bien, l'atomium restera l'atomium pendant 10 ans au moins. Il sera ouvert tous les jours jusqu'au mois de mars. Ce sera surtout la sphère supérieure où nous sommes et où le
monde se presse tout autour de nous, ce sera surtout la sphère supérieure qui restera accessible. Dans 8 jours, un restaurant sera réouvert selon une formule plus démocratique et au mois de mars, réouverture complète avec de nouvelles expositions techniques. Donc pendant 10 ans encore, nous verrons scintiller les électrons capricieux des 9 sphères, mais les week-ends seulement. Donc l'atomium reste, et avec lui, ma foi, sa signification en réduction, sous forme de presse-papier, de bracelets, de boucles d'oreilles, de porte-clés, de photos, de peinture à l'huile. Il a été distribué dans le monde à des centaines de milliers, sinon à des millions d'exemplaires. Pour le monde entier, l'exposition, c'était un peu l'atomium. Et l'atomium, c'était l'atome au service de l'homme, la figuration d'une conquête scientifique capitale, mais surtout un point de départ. Pour l'humanité, on peut dire que la vie atomique commence demain. Oui, nos auditeurs nous pardonneront ces réflexions un peu ambitieuses peut-être, mais nous voyons les choses de haut, forcément, à 110 mètres d'altitude. Et le dernier soir, ce soir d'apothéose, qui ne se sent comme nous le besoin de cacher sous une apparente philosophie le regret de voir s'éteindre les 1000 feux de la cité imaginaire où nous avons vécu 6 mois. À vous, le studio 22. L'atomium s'installe durablement sur le plateau du Heysel, pour 10 ans, 25 ans, puis 50 ans. Sa durée de vie est prolongée et garantie jusqu'en 2008. Il devient le symbole de Bruxelles, quelquefois scintillant, quelquefois grisonnant, comme les nuages qui l'entourent. Il fait partie des quelques points culminants du paysage urbain que l'on prend l'habitude de voir de loin, comme le Palais de Justice ou la Tour du Midi. Son succès ne se dément pas. L'atomium attire jusqu'à 450 000 visiteurs par an. Il accueille également des expositions permanentes et temporaires. On y organise des salons, conférences et séminaires. Il fait même l'objet d'un poisson d'avril dans le journal télévisé en 1979. C'est par un temps qui ne devait en rien lui rappeler la sécheresse et la chaleur de son désert natal que le cheikh Bouhmelhenet a visité Bruxelles. Son court passage dans notre capitale, le cheikh l'a commencé par une visite à l'atomium, but principal de son escale chez nous. En effet, le cheikh Bouhmelhenet aurait l'intention d'acheter l'atomium, de le faire démonter pour le transporter au Ramhala, où il deviendrait le symbole de l'industrialisation naissante de ce petit coin de désert, mais qui regorge aussi bien sûr de pétrole. Mais heureusement, en cette année du millénaire de Bruxelles, la capitale, malgré ses graves problèmes financiers, n'est pas prête de se défaire aussi facilement du symbole de l'Expo 58. Vous voyez, Bruxelles sans l'atomium, l'atomium c'est le symbole de Bruxelles moderne, à côté de l'hôtel de ville qui est le symbole de Bruxelles ancien. C'est comme si vous me disiez qu'on va démonter l'hôtel de ville pour aller remonter au bord de la mer Rouge ou quelque chose de genre. En fin de journée, satisfait de sa prise de contact trop brève avec notre capitale, le cheikh Bouhmelhenet a quitté Bruxelles en direction de l'aéroport national de Zaventem dans l'intention de regagner l'émirat de Ramhala. En 1988, l'atomium fête ses 30 ans. Il montre quelques signes de vieillesse et pour assurer son entretien, se posent déjà des questions d'argent. Alors vous n'êtes pas seulement l'inventeur de l'atomium, vous êtes devenu maintenant aussi le conservateur de l'atomium. Alors il est clair qu'à certains endroits l'atomium n'est pas très bien entretenu. Il faut dire aussi que les expositions à certains endroits ressemblent plus à des expositions de patronage qu'à une vitrine de ce qu'on peut attendre, disons, de la Belgique de 1988. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un effort quand on sait qu'il y a tellement de touristes qui viennent à l'atomium? Je suis parfaitement conscient de ce problème, mais c'est un problème d'ordre financier. André Waterkane, créateur de l'atomium. Les travaux à l'atomium coûtent extrêmement cher. Nous avons renouvelé entièrement l'ascenseur. C'est une société privée, l'atomium? C'est une société privée. C'est une ASBL composée par Fabri-Métal, par le groupement de la sidérurgie belge et par l'Union des métaux non ferreux. Donc, société privée. Les moyens financiers ne sont pas évidemment illimités, mais les dépenses qu'entraîne l'entretien de l'atomium sont considérables. J'ai parlé de l'ascenseur, ce sont des coûts de plusieurs millions. Maintenant, nous venons de renouveler le grand escalateur de 35 mètres de l'atomium, encore plusieurs millions. Le nettoyage des sphères, c'est encore un nombre de millions supplémentaires. Et si nous voulons conserver l'atomium pour plusieurs années encore, il faut avant tout préserver la structure. L'aménagement intérieur est un autre problème, et là, j'espère beaucoup que les services spécialisés du ministère, notamment ceux qui dépendent du ministre du Budget et qui s'appellent le service de programmation de la politique scientifique,
apporteront le soutien nécessaire aux rénovations de ces expositions, qui est évidemment nécessaire. Malgré les efforts financiers consentis pour assurer son entretien, l'atomium perd de sa superbe, inéluctablement. Nous sommes en 1998. L'ASBL Atomium, passé sous le giron de la ville de Bruxelles, tire la sonnette d'alarme. L'état des lieux s'avère préoccupant. Des rénovations en profondeur s'imposent. Comment se fait-il qu'au bout de 40 ans, cet objet le plus symbolique de la Belgique soit toujours sur pied? Sur bipode, en fait, sur 3 bipodes. Je pense que d'abord, c'est par l'extraordinaire génie de Waterken, il faut le reconnaître, qui au départ a mis dans un monument qui ne devait tenir que 6 mois, des moyens qui ont fait que ce monument tient maintenant depuis 40 ans. Freddy Tillmans, président de l'ASBL Atomium. Je crois que ça, il faut le reconnaître a priori. Toute la problématique maintenant, c'est que 40 ans, quand même, ça se paie. Et que ça se paie non pas tant dans la structure fondamentale de l'atomium, ce qui donc nous permet encore toujours d'accueillir des visiteurs, mais dans tout le détail qui entoure cette structure fondamentale. Et là, il est évident que nous poussons un immense appel vers toutes les bonnes volontés, en particulier les volontés intelligentes, pour nous aider à restaurer, refaire l'atomium et peut-être penser plus loin que seulement la restauration, penser à l'ensemble de tout ce qui entoure cet atomium pour en faire un lieu ludique, un lieu où vous viendriez 1 fois, 2 fois, 3 fois, où vous auriez envie de revenir toujours. Mais de quoi l'atomium souffre-t-il maintenant? Alors je pense qu'il souffre de vieillesse et il faudrait en fait lui donner une cure de jouvence. Aujourd'hui, si vous regardez ces boules que nous allons visiter, ces sphères, que nous allons visiter tout à l'heure, vous allez voir que tout ça fonctionne encore toujours très bien, mais qu'il y a des infiltrations d'eau, qu'il y a des endroits où les pigeons sont entrés dans les sphères, qu'il y a des endroits donc qui pourrissent à cause du mélange à la fois de l'eau stagnante et des excréments d'oiseaux, le tout donnant des produits évidemment particulièrement acides. En plus, avec les mouvements de la structure sous la poussée du vent, il est évident qu'il y a des endroits où les plaques sont légèrement disjointes, où en fait l'étanchéité n'est plus garantie comme elle était au départ. Et tout ça doit être repris, revu, repensé. Mais l'atomium a été conçu il y a 40 ans par, vous l'avez dit, l'ingénieur André Waterken. Il était prévu pour durer 6 mois, en fait le temps de l'exposition. Et puis d'année en année, par tranche de dizaines d'années, eh bien on l'a gardé. Est-ce qu'il a encore une vie devant lui? Alors je pense que rien qu'au vu du nombre de visiteurs que nous voyons non seulement dans l'atomium, parce que là il y a des fluctuations, mais surtout autour de l'atomium, c'est-à-dire tous ces gens qui viennent avec les autobus qui s'arrêtent, qui empêchent le passage des voitures d'ailleurs, c'est peut-être bien, et qui prennent les photos, moi je dis que manifestement au niveau mondial, l'atomium est un des tout grands symboles de la Belgique, si elle existe encore, et que par conséquent, ceux qui voudraient détruire ce symbole seraient probablement des individus qui n'auraient plus le sens de l'État belge, le sens d'une possibilité de vie en commun, le sens d'une existence de 3 régions à part entière dans ce pays. Une proposition de restauration et de réaménagement attire particulièrement l'attention. Il y est question d'ajouter en quelque sorte une 10e boule à l'atomium. Comme tout projet de cette ampleur, c'est toujours très difficile à mettre en place. Pour l'instant, c'est un rêve d'architecte. Francis Metzger, architecte. Et je crois que c'est difficile d'aller plus loin maintenant. C'est un rêve qui part d'une conclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la restauration de l'atomium coûte un certain prix. On a parlé de 600 millions, 1 milliard. L'idée est d'ajouter au projet de l'atomium tel qu'il existe aujourd'hui autre chose, un projet qui soit résolument contemporain et qui se situe sous les pieds de l'atomium, sous l'atomium. Une autre boule, une 10e. Oui, on a parlé dans la presse effectivement d'une 10e boule de l'atomium. C'est parce que le sommet du projet est en forme sphérique, mais en 2 mots tout simplement. On est ici vraiment au pied de l'atomium. C'est le plus bel endroit pour le voir et je crois que ce serait souhaitable de rajouter une fonction complémentaire à l'atomium. Quand l'atomium a été construit à l'époque, il devait durer 6 mois et c'était simplement l'emblème de l'exposition universelle. Aujourd'hui, dépenser une somme de plus de 600 millions sur le projet sans lui donner une affectation particulière, ce serait peut-être un peu passer à côté d'une chance. Alors cette chance, ce serait de définir un réel programme qui permettrait de compléter l'atomium et de faire en sorte qu'il ait un attrait complémentaire et qu'il ait peut-être un nouveau visage ou un visage complémentaire à son image d'origine. Donc
de loin, on ne changerait absolument pas l'image qu'on peut voir aujourd'hui, mais de près, il y aurait le sommet d'une boule qu'on pourra apercevoir au pied de l'atomium et qui fera en sorte qu'à partir de là, on puisse descendre vers un centre des congrès qui serait situé immédiatement sous l'atomium. Et il y aurait peut-être une chance pour l'atomium d'une part et pour le centre des congrès d'autre part, parce que l'un servirait bien évidemment à l'autre. L'atomium est un repère urbain absolument fabuleux et donc ce serait très très facile de signaler le centre des congrès et d'autre part, je crois que ça donnerait peut-être une vie à un monument qui va devoir passer dans le XXIe siècle. Et en fait, ce projet, vous me l'avez un peu montré, cette boule de verre, c'est une sphère, viendrait prendre place à peu près en dessous de la boule centrale. Il y aurait donc une partie visible et une partie immergée. Tout à fait. La partie visible, on verrait le sommet d'une boule de verre d'un diamètre de 80 mètres. Et puis, entre les bipôdes, il y aurait les 3 grandes salles de congrès. Et donc, l'ensemble de toutes les circulations serait éclairé naturellement et se situerait juste en dessous de l'atomium, vraiment à son plus bel endroit. La première. Le fantôme de la radio. Les estimations budgétaires se précisent. 1 milliard de francs, soit 25 millions d'euros, seront nécessaires pour redonner à l'atomium son lustre d'antan. L'ensemble a effectivement perdu de son éclat et de sa brillance. Il faut donc remplacer le revêtement des sphères, très abîmé par la pollution. Le revêtement extérieur est en aluminium. Allons. Pas en fer, pas en acier, en aluminium. Ce sont de minces tôles d'aluminium de 6 mm d'épaisseur. André Waterkane, créateur de l'atomium. Qui ont été traités par un procédé électrochimique pour le rendre brillant. Et il avait, au début, pendant le début de l'exposition, et même quelques années après, un poli dit spéculaire. On se voyait dedans, c'était un miroir. Seulement maintenant, il a perdu cet aspect spéculaire. Quand il y a du soleil, il brille encore un peu. C'est la pollution, c'est le temps... C'est la pollution atmosphérique. Oui. Pollution atmosphérique qui est la cause de la détérioration du poli des sphères de l'atomium. Et la grosse somme provient du renouvellement de l'aluminium extérieur. C'est ça qui coûte très cher. Les travaux, disons, de pur entretien de la structure, je parle des bipodes et certains travaux intérieurs à la structure, n'arrivent pas du tout à ces montants-là. Donc c'est la question d'esthétique qui coûte très cher pour le moment, si on veut réaliser le renouvellement complet des 9 sphères d'aluminium. Un investisseur américain, Hyperport, surgit en 1999 et propose d'injecter 7 milliards de francs dans le projet. Il disparaîtra aussi vite qu'il est apparu dans cette affaire. Du côté des pouvoirs publics, on se regarde un peu en chien de faïence. Ni la région de Bruxelles-Capitale, ni la ville de Bruxelles ne disposent des fonds nécessaires. La Flandre, de son côté, propose de louer une des sphères de l'atomium pour l'utiliser comme une vitrine de son commerce extérieur. L'argent des loyers pourrait ainsi contribuer à payer les rénovations. Financièrement intéressante, mais politiquement trop sensible, la suggestion flamande est finalement rejetée. Alors que sonne l'an 2000, l'avenir de l'atomium reste incertain. La Loterie nationale libère une partie de ses bénéfices pour la rénovation, mais c'est loin d'être suffisant. Reste une ultime solution, faire appel à l'État fédéral. En 2001, dans le cadre d'un accord de coopération entre la région bruxelloise et le gouvernement fédéral, un budget conséquent est libéré pour la rénovation en profondeur de l'atomium. Mais ce n'est qu'en octobre 2003 qu'un accord global sur le financement des travaux est signé entre la ville, la région et l'État. Les travaux débutent enfin au printemps 2004. C'est un élément du patrimoine, je dirais, mondial du XXe siècle qui est essentiel à conserver avec le plus grand respect. Diane Henbert, directrice générale de l'ASBL Atomium. Donc tout ce qui est caractéristique de cette époque sera scrupuleusement respecté. Mais vous savez que c'est un des bâtiments les plus visités de Belgique aussi, donc il est important que le public qui viennent le découvrir et un maximum de confort et des conditions de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va renouveler la peau. On va faire plusieurs choses. On va évidemment revérifier l'état de toutes les structures. Ceci le justifie, comme on le disait. Le chantier a démarré dans le ventre de la bête. L'acier est sondé, sablé, retapé et ensuite on retend la peau à l'extérieur. On démonte d'abord l'ensemble de l'aluminium qui a été posé en 58.
pour le remplacer par une double peau en inox, donc un inox extérieur, un isolant de 10 cm et une tôle acier galvanisée intérieure. C'est un travail qui va durer plus ou moins 1 an à partir de fin de cette année, début d'année prochaine. Les thèmes de chaque sphère seront revus et corrigés au menu. Une boule entièrement consacrée aux enfants où les enfants pourront dormir, des salles d'exposition, un autre restaurant dans la boule centrale, plein d'activités en fait qui feront qu'une promenade, une visite de l'Atomium sera vraiment une promenade de découverte en découverte dans ces sphères qui sont très très magiques et qui le seront encore plus après sa rénovation. Dans tout chantier qui se respecte, il y a toujours des imprévus et des surcoûts qui alourdissent le budget initial. L'Atomium n'échappe pas à cette fatalité. À cause de l'augmentation spectaculaire du prix de l'acier, il faudra débourser 2,5 millions d'euros supplémentaires. Et pour faire entrer un peu d'argent dans les caisses, l'ASBL Atomium trouve la bonne idée qui va rapporter environ 1 million d'euros, alors que les travaux sont toujours en cours. Boule par boule, la rénovation progresse. Les ouvriers alpinistes ont déjà retiré et remplacé de nombreuses plaques d'aluminium. Des plaques qui, depuis ce matin, sont en vente ici, sur le site de Tour et Taxi. On a acheté une partie de la boule de l'Atomium, alors je suis très contente. Et vous, monsieur? Et moi, je l'ai vu construire quand j'avais 10 ans. Et je trouvais qu'on avait l'occasion d'en prendre un morceau, ça valait la peine. Un petit bout d'Atomium chez soi, les acheteurs sont ravis. Pour moi, en 1958, j'y étais tous les jours à peu près. Mes parents nous y emmenaient, mes frères et moi, et donc je suis très très fière, certainement. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de cette plaque? Je pense que ça pourrait être une sculpture dans le jardin. Mon mari parlait plutôt d'un lustre, quelque chose, mais tout compte fait, je trouve que ça doit rester dans la nature. Pour décorer le jardin ou la salle à manger, les morceaux d'Atomium s'en vont, et malgré le prix, 1 000 euros par plaque, certains en achètent plusieurs. 2 plaques de l'Atomium, une pour mon beau-fils et ma fille qui sont collectionneurs de l'Expo 58 et l'autre c'est pour offrir à mon fils qui est né le 17 avril 58. Il y a beaucoup de monde qui vient? Moi, nous sommes déjà une trentaine de personnes déjà. Le rendez-vous c'est entre 9h et 15h et à 9h moins 10 il y a 30 personnes devant la porte. Nous avons déjà vendu à peu près 800 plaques. Diane Henbert, directrice générale de l'ASBL Atomium. Cette vente est répartie de manière équitable entre le nord, le sud et le centre du pays. Il est sûr que le prix de ces plaques, donc de 1 000 euros, ne permet pas à tout le monde de les acquérir. Mais je dois dire qu'on a également des gens qui ont des revenus moyens ou des revenus même faibles qui s'y intéressent et qui les payent d'ailleurs en plusieurs parties. Particuliers, institutions, hommes d'affaires, ils en voulaient tous un petit morceau. Les travaux prennent fin en février 2006. Bilan d'un chantier très particulier au cours duquel l'entrepreneur a fait appel à des ouvriers cordistes. Un bâtiment particulier, chantier hors norme, comme il n'existe quasi aucun autre édifice comme celui-ci dans le monde, on a dû faire preuve d'ingéniosité pour s'adapter. Sur un bâtiment, un building, une maison, une piscine, vous avez des règles à respecter. Damien Majorat, chef des travaux. Ici, les règles sont très différentes parce que le bâtiment ne rentre dans aucune classe. Donc il faut être inventif pour absolument tout. Je dirais que c'est un bâtiment qui appelle à être inventif. Ce qui frappe le plus quand on regarde l'édifice rénové, c'est sa nouvelle peau d'acier. L'aluminium des plaques de 1958 a été remplacé par de l'acier inoxydable, plus résistant aux intempéries et qui permet une meilleure isolation. Pour mener à bien cette greffe, les entrepreneurs ont même dû former des ouvriers alpinistes qui travaillaient suspendus à plusieurs dizaines de mètres du sol. On a tout de suite inventé le système de se dire il ne faut absolument pas emballer l'Atomium dans un immense échafaudage et poser alors les pièces une par une. On a voulu les préfabriquer pour gagner énormément de temps. Ça nous a permis quand même de gagner 6 mois de délai sur les 28 mois prévus initialement. Mais comme conséquence, il fallait travailler, comme on dit, de l'extérieur. Et travailler de l'extérieur sur un bâtiment comme ça, il faut travailler sur corde. Il n'y a pas d'autre solution. Cuisinier, John aimait varier les plats. Loin des fourneaux, il aimait aussi changer de métier. Une formation au Forum et le voilà devenu travailleur sur corde. Après les pylônes des antennes pour GSM, il arpente d'autres hauteurs, celles de l'Atomium. Ici, et plus qu'ailleurs, il faut être patient et veiller à sa sécurité. Pas question de jouer les têtes brûlées, on a beau être en altitude, il faut toujours garder les pieds sur terre. On a mis 2 plaques le matin, c'est la moyenne, on arrive difficilement à faire plus. Et là, vient d'avoir, c'était assez dangereux parce qu'on retire le cadre,
Souvent, il vient retaper dans les plaques. Et évidemment, il faut éviter ça absolument. Là, ça s'est passé sans aucun problème, donc tant mieux. Donc, le plus important, c'est tout ce qui est longe, corde, tout ce que vous suspendez qui tient un peu votre vie, quoi. Donc la qualité du harnais, toujours vérifier qu'il n'y ait rien de brûlé, d'usé. Tout le harnais, c'est le plus important, on va dire. Eric, néerlandophone, est spéléologue depuis 15 ans. Tenté aussi par l'alpinisme, quoi de plus logique alors que de le retrouver à 50 ou 100 mètres de hauteur? On est 3 équipes aujourd'hui et on met des joints de silicone sur les endroits où les plaques touchent. Du côté extérieur, il y a environ 24 km de joints. On travaille tous gaiement, les néerlandophones nous apprennent le néerlandais, eux le français ils le connaissent déjà presque tous. Mais je ne m'attendais pas à une telle entente entre nous. C'est plaisant, ça redonne un peu de baume au cœur pour la Belgique, on va dire. Le 14 février 2006, Philippe, qui n'est pas encore roi, inaugure officiellement l'Atomium 2.0. Revêtus de leurs nouveaux atours, les sphères scintillent dans la nuit bruxelloise. Les illuminations qui représentent les électrons filant à toute vitesse autour des atomes en mettent plein la vue, si vous me permettez l'expression. Un spectacle auquel n'assistera pas le créateur de l'Atomium, André Waterkane, décédé quelques mois plus tôt. Quant au public, il peut enfin accéder au monument 4 jours plus tard, le 18 février 2006. Cet Atomium, l'inauguration ce soir, c'est un peu une seconde naissance. Est-ce que l'esprit des années 50 a complètement disparu? On est résolument tourné vers la modernité ou pas du tout? Pas vraiment, puisque c'est un des plus beaux bâtiments qui a été construit de par le monde durant les années 50. Donc on avait vraiment, je pense, toutes les raisons de maintenir toutes ces caractéristiques de l'époque. Diane Henbert, directrice générale de l'ASBL Atomium. On a d'ailleurs veillé à le respecter le plus possible et à penser, concevoir cette rénovation dans l'esprit de l'époque. Mais on ne peut pas non plus rester uniquement dans la nostalgie et tous les équipements, évidemment, que nous y avons apportés maintenant, correspondent à des normes tout à fait contemporaines. Je pense que pour la Belgique, c'est important d'avoir un bâtiment aussi emblématique qui est reconnu bien au-delà de nos frontières. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de visiteurs étrangers, mais j'espère aussi beaucoup de visiteurs belges qui vont redécouvrir ou découvrir simplement ce bâtiment qui est vraiment fabuleux. Le nez en l'air, les curieux scrutent les 9 sphères baptisées par quelques gouttes. Toutes les raisons sont bonnes pour être au rendez-vous. Je suis collectionneur de l'Atomium de l'exposition 58. Moi, j'ai décoré les tubes et j'ai tracé les fenêtres. Je travaillais à Fabri Métal comme architecte. À 10h, tous au poste, les portes s'ouvrent et libèrent les premiers visiteurs. Les caisses sont prises d'assaut, les tickets sortent des imprimantes. C'est parti. Magnifique, hein, la rénovation est magnifique. Hein. On sent tout de suite une grande différence parce que je me souviens que j'avais circulé dans des boules, il y avait des seaux remplis d'eau avec de l'eau qui coulait des toits et tout, donc c'était quand même un peu nécessaire apparemment. Voilà. Pour moi, c'est un peu la nostalgie parce que j'avais 20 ans en 58, alors je suis heureuse de retrouver l'Atomium. Vous écoutiez Le Fantôme de la radio, une émission écrite et réalisée par Eric Lose avec la collaboration de la Sonuma, l'entreprise qui veille à la sauvegarde des archives audiovisuelles de la RTBF. Programmation musicale, Alexandra Vassen. Les séquences que vous avez entendues ce soir sont extraites des émissions suivantes. Point de mire, Boulevard du Temps, Inédit, Les Chemins de Bruxelles, le journal télévisé, Étoile 58, C'est la vie, Au quotidien et le bus des régions. Merci beaucoup de votre écoute. À la semaine prochaine.